Ce qu'il faudrait faire au niveau de la RDC d'abord, la solution se trouve entre les mains de la société civile. La classe politique est collaborationniste, donc il n'y a rien à faire avec la classe politique. Il faut que la société civile s'organise. Mais quand je parle d'organisation, c'est au vrai sens du terme. Il faut soit un soulèvement populaire, soit quelqu'un qui va prendre les armes pour une guerre de libération. Ça, c'est au niveau de la RDC. Au niveau de la région, que toutes les sociétés civiles prennent conscience du danger, qu'on organise des synergies, que les Congolais de Brazza ne puissent pas regarder la RDC comme l'ennemi, qu'ils puissent regarder que c'est mon frère de combat. Que les Congolais de la RDC puissent faire comprendre aux Centrafricains que nous sommes dans un même bateau, nous allons couler ensemble. Que les Tchadiens sachent que après le Congo-Brazza, ça sera les Gabon, ça sera les Cameroun, ça sera les Tchad. Les jours où tout le monde sera conscientisé, les jours où tout le monde comprendra, les jours où toutes les sociétés civiles s'élèveront, les jours où il y aura synergie, que nous allons nous serrer les coudes, que nous allons travailler ensemble, nous allons libérer cette région. Je vous rappelle que l'Afrique centrale, potentiellement, c'est la région la plus riche du monde. Je dis bien la région la plus riche du monde. Mais c'est aussi, et ça c'est documenté, la région la moins développée du monde. Nous avons le taux le plus bas d'accès à l'électricité au monde. Nous avons le taux le plus bas d'accès à Internet du monde. Nous avons le taux le plus bas, je crois, oui, d'alphabétisation au monde. Nous avons le taux le plus bas de l'indice de développement humain. Regardez toutes les statistiques. Prenez une carte mondiale, vous allez voir que le trou noir de l'humanité se trouve en Afrique centrale. Mais lorsque vous prenez la carte des richesses, c'est l'inverse. Le Congo-Brazza, la République centrafricaine, le Congo, c'est un scandale. Et tant que nous ne prendrons pas conscience que tout le monde nous en veut, on veut en finir avec nous, on veut nous exterminer comme les Indiens d'Amérique. Et nous, moi, dans 50 ans, si on ne se lève pas dans 50 ans, on aura un autre pays qui s'appellera les États-Unis de l'Afrique centrale, habité par des Caucasiens, et on va retrouver quelques Bantous dans des réserves, comme des Indiens d'Amérique, et les pays ne nous appartiennent, nous serons vraiment dans des réserves. Hein. Et c'est sérieux. Le Kurdistan a disparu, les Indiens d'Amérique ont disparu, et ces gens, de façon implacable, sont en train de mener la même politique en Afrique centrale. Heureux de vous retrouver sur TELAR TV, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce tout autre numéro Droit de savoir où j'ai le plaisir de recevoir de nouveau sur ce plateau Caroline Maïzo, journaliste, analyste politique et conférencier international. Bonjour Caroline. Bonjour Christian Perrin, bonjour à tous. Merci Caroline, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur TELAR TV. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, comme d'habitude, je vais vous inviter à nous aider à booster les algorithmes de YouTube et de Facebook en cliquant sur le petit pouce en l'air, c'est en bas de cette vidéo, en partageant massivement cette émission pour nous aider à parfaire notre référencement, à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Nous souhaiterions également vous lire à la fin de cette émission. Laissez-nous donc quelques commentaires. Pensez à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait pour être prévenus de toutes nos prochaines productions. Moi, c'est Christian Perrin si vous nous avez rejoint pour la première fois sur TELAR TV. Caroline Maïzo, la situation en RDC, je fais bien allusion à l'agression rwandaise qui dure déjà plus de 2 décennies avec plus de 10 millions de victimes. J'ai bien dit plus de 10 millions de victimes. Curieusement, personne ne veut s'engager pour mettre conséquemment fin à cette agression. Quand la communauté internationale en parle, c'est de manière timide. Que se passe-t-il concrètement? Ce qui se passe concrètement dans cette affaire, c'est que personne ne mettra fin à ces conflits parce que c'est demandé aux pyromanes de jouer aux pompiers. Si, dans le cas du pyromane, il met le feu parce que ça lui fait plaisir, ça excite ses sens, mais un fermier en Afrique qui allume un feu, il allume parce qu'il veut défricher un champ.
s'il a 50 hectares et qu'il allume un feu, et que le feu ne défriche que 30 hectares, lui demander d'éteindre le feu, c'est comme si on lui demandait de s'arrêter en si bon chemin. Tant que les 50 hectares ne seront pas brûlés, il n'arrêtera pas la guerre. Le Congo, c'est le plus grand pactole que ce qu'on appelle la communauté internationale ait jamais retrouvé sur ses bras. Le Congo pèse, je vous le rappelle, l'équivalent de 24 000 milliards de dollars, autrement dit, le PIB de toute l'Union européenne et des États-Unis réunis, donc supérieur à ces PIB, hein. Même pas égal, mais Vous supérieur. avez dit 24 000 1000 milliards de dollars. dollars. Ça, c'est des estimations de plusieurs scientifiques supérieures au PIB des États-Unis et de l'Europe occidentale réunis. Posez-vous la question. Ça fait 20 ans. On a massacré 10 millions de personnes, plus ou moins. Dans les derniers livres de Charles Onana que vous voyez là, Holocauste au Congo, il parle de 110 000 hectares de forêts dévastées. Partout dans le monde occidental, il y a des partis qu'on appelle écologistes. On n'en entend pas parler. Dans ces pays, on a violé plus ou moins 3 millions de femmes. Et quel viol? Viol comme arme de guerre, avec une violence inouïe, record de maladies, record de pustules, ils leur introduisent des objets contondants. Le monde s'est tout simplement contenté à donner un prix Nobel de la paix aux pompiers, mais le monde ne fait absolument rien pour condamner les pyromanes. Et les pompiers leur a même dit, mais vous me donnez un prix Nobel, mettez un tribunal en place pour traquer les pyromanes et les condamner. Personne ne veut en entendre parler. Cette guerre, ce qui l'amène, notamment les États-Unis et ses affidés, ont garanti à tous les sous-traitants des moyens énormes, des moyens militaires pour mener la guerre, des moyens de communication pour communiquer sur cette guerre, les faire passer comme une guerre indigène, une guerre tribale, une guerre entre Congolais. Ils leur ont garanti l'impunité. Pardon, Kerwin, lorsque vous parlez des moyens militaires accordés ou donnés à ces pyromanes, s'il faut le dire comme ça, on va y revenir d'ailleurs sur la déclaration de Paul Kagame, mais c'est la question qui se pose aujourd'hui. Quels sont finalement les moyens du Rwanda au point d'agresser un grand pays comme la RDC, mais dans le même temps avoir les troupes en RCA et bientôt au Bénin et peut-être bientôt aussi, si ce n'est pas le cas, au au Congo-Brazzaville, Mozambique, au Sud-Soudan, au Congo-RDC et au Congo-Brazzaville. Ce petit pays de 10 millions d'habitants à peine. Quel est le miracle que le Rwanda finalement a fait pour avoir tout ce matériel militaire? Le miracle s'appelle être le faux-né des États-Unis. Lisez les livres Carnage de Pierre Péan. Un pays qui n'a pas d'armée aérienne, mais qui bombarde aériennement, si ça se dit en français. Un pays qui n'a pas d'armée, de forces aériennes, ils n'en ont pas. Mais ils ont bombardé les camps de réfugiés. Qui bombarde? Qui leur donne des cartes satellites? Qui leur communique les déplacements de troupes? Alors, est-ce qu'on peut penser que finalement l'agression de la RDC a été planifiée depuis fort longtemps? Parce que j'ai suivi un spécialiste sur ce conflit, RDC, Rwanda, qui revenait d'ailleurs sur le début du génocide au Rwanda. Il dit, tel que les choses avaient été menées, le coup d'État suivi de ce génocide, Paul Kagame ne pouvait pas avoir ces moyens-là tout seul, c'est qu'il y avait une puissance derrière. Et donc, moi, ma question aujourd'hui, c'est de savoir finalement, l'agression de la RDC avait été planifiée depuis avant même le génocide du Rwanda. Par le président Clinton, c'est documenté. Et lui-même, il est dit, il est là pour mener l'opération psychologique. Si vous lisez Holocauste, si vous lisez Carnage,
Si vous lisez beaucoup d'autres auteurs, Patrick Mbeko, Norin Panda, c'est documenté. Il y a même des documents, des affidavits, des documents authentifiés que le Congo est agressé par les États-Unis. C'est Bill Clinton qui a mené cette guerre au point, avec la Grande-Bretagne, au point même que un ancien premier ministre britannique, Tony Blair, est devenu le conseiller bénévole de Paul Kagame. Vous savez, dans un discours de... Attendez, Monsieur Kerry Maïzo, le conseiller bénévole de Paul Kagame, Tony Blair, le premier ministre, l'ancien premier ministre anglais. Je ne sais pas, est-ce que c'est... Comment comprendre ça? Parce que même moi, je ne saisis pas là. Comment? C'est conseiller connu, bénévole, pourquoi? comme tout le monde est censé connaître que Londres est la capitale de la Grande-Bretagne. Conseiller bénévole, il se sert de son carnet d'adresse d'ancien premier ministre britannique. Je vous rappelle que sa femme, Cheryl Blair, est l'avocat, souvent l'avocate de certains Rwandais qui vont perpétrer des crimes en Grande-Bretagne. C'est elle l'avocate. Et monsieur est là comme un VRP de luxe. C'est-à-dire, il ramène tout son carnet d'adresse, tous les secrets d'État, toute son expertise sur Paul Kagame. Alors, Paul Kagame, que certains Africains considèrent comme étant l'Hitler africain, a pour conseiller un ancien premier ministre britannique. Que dirait... C'est ainsi que M. Césaire l'a dit. Il dit on est Hitler tout simplement parce que Hitler a infligé aux Blancs ce qu'ils avaient l'habitude d'infliger aux Noirs. Si le génocide, la Shoah, avait été commis contre les Noirs, on n'en parlerait pas. On en parle. Ça, c'est bien d'en parler parce que je ne suis pas adepte du dynamisme vers les bas. Autant on parle de la Shoah parce qu'on doit les dénoncer, on doit en parler, autant on doit aussi parler d'autres génocides parce que c'est des êtres humains et c'est des crimes contre l'humanité. Donc, Tony Blair est conseiller bénévole de Paul Kagame. Hillary Clinton a bossé comme son mari pour Paul Kagame. Si vous prenez par exemple Madeleine Albright, qui a été secrétaire d'État américaine, elle a dit que les Tutsis, c'est la prunelle de ses yeux. Parce que ces gens ont quitté chez eux à Kigali, sont venus mener une guerre dans la banlieue de Kinshasa, à 2000 km de chez eux. La population congolaise s'étant défendue, Madeleine Albright a menacé la population congolaise sur CNN en disant que les Tutsis c'était la prunelle de ses yeux. Parce que pour elle, les Congolais de Kinshasa devraient se coucher et se faire marcher chez eux. Imaginez-vous l'armée mexicaine à Washington. Et qu'un dirigeant chinois peut se dire que les Mexicains, c'est la prunelle de mes yeux. Donc, laissez l'armée mexicaine marcher sur Washington, laissez l'armée mexicaine marcher sur Los Angeles. Qu'est-ce que les gens diraient? Les Congolais ça me fait quand même penser comment est-ce que la France se tue, s'il faut le dire comme ça, à vouloir rétablir les relations avec le Rwanda? Comment tout ce monde continue à courir derrière Paul Kagame? Alors, la question reste entière parce que, tel que vous venez de nous révéler un certain nombre de choses, on commence à se rendre compte que finalement, Paul Kagame, c'est plus que ce qu'on croyait avant. C'est plus que la communauté internationale. Et qu'est-ce qui peut expliquer finalement cela? Parce que là, évidemment, est-ce que c'est ce qui peut expliquer sa déclaration dernièrement, puisqu'il était en visite au Bénin, je crois que vous l'avez suivi, je l'espère bien entendu, où il a déclaré carrément que le problème de la RDC, le conflit en RDC est la résultante de plusieurs problèmes non résolus. Alors, il estime en outre qu'une partie de la terre appartenant au Rwanda avait été cédée à la République démocratique du Congo. Voilà qui a en sorte, ça c'est ce que moi je pense, c'est discutable, une manière d'assumer son agression au public. Et personne ne condamne cette déclaration, à moins qu'on nous dise le contraire. Peut-être qu'il peut aussi avoir raison, qu'on a dû céder une partie de la terre du Rwanda à la RDC. Ben, je vais faire juste un petit retour avant d'en arriver aux déclarations de Paul Kagame. Parce que vous vous êtes interrogé pourquoi
la France ne dit rien et pourquoi la France suit. Ben, l'attitude de la France est la résultante de deux phénomènes. Je vous donnerai une réponse structurelle et je vous donnerai une réponse circonstancielle. Sur le plan structurel, la plupart des autorités françaises sont membres de la Fondation franco-américaine, qui est une organisation qui fait que les dirigeants français, certains Français commencent même à dire que la France est une colonie américaine. Ils sont responsables politiques français, mais en coulisses, ils obéissent tacitement aux intérêts, ils sont atlantistes en fait. Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, Kouchner, la plupart. Et suivez une interview de Dominique de Villepin, parce qu'il a osé refuser, au nom de Jacques Chirac, la guerre en Irak. Il dit dans cette interview qu'il a subi, il en a payé. Il a payé le prix le plus fort. Et avant toujours de continuer par rapport à cela, je vais encore vous révéler des choses que l'on sait. Si vous lisez Carnage, Jacques Chirac a demandé à Charles Pasqua d'aller se battre à l'est du Congo. Ils allaient envoyer des militaires, en finir avec cette histoire. Se battre pour qui et contre qui? Se battre contre Paul Kagame, entre guillemets. Le président Clinton l'a appelé, ils ont discuté la nuit, et Jacques Chirac a décommandé l'opération. Et Charles Pasqua lui dit, mais Jacques, qu'est-ce qui se passe? L'autre lui répond, écoute, je n'y peux rien, on doit tout. Les hommes sont déjà dans la forêt, c'était difficile à mettre en place. Les prendre de la République centrafricaine, les parachuter. Il dit, écoute, j'ai discuté avec Clinton, rien à faire, vous décommandez. Ils étaient là, quelque part, en Centrafrique. Un avion atterrit. Un Américain est même venu là, le Français était en train, il est venu dans son bureau pour espionner là, de visu, jusqu'à ce que le Français, agacé, a sorti son revolver et lui a dit, vous remontez dans votre avion et vous partez. C'est-à-dire que, si vous regardez des petits faits comme ça, vous vous dites, est-ce que la France est un pays indépendant? On va continuer. Le président Mitterrand devient président. Lisez les livres de Daniel Mitterrand. Il dit, mais François, vous êtes maintenant le président de la France. Vous avez promis beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que vous attendez pour les mettre en place? Et Mitterrand envoyera sa femme en disant, ouais, Daniel, bon, nous sommes présidents, mais en réalité, ce n'est pas nous qui dirigeons ce pays. Là, il parle de l'État profond, deep state, comme on dit, l'État profond, l'État parallèle. Donc, la France s'est toujours alignée, l'élite française, s'est toujours alignée sur les positions américaines, sur les intérêts américains. Ça, c'est la réponse structurelle. Mais la réponse circonstancielle, c'est quoi? On est en train de chasser la France partout de l'Afrique. Et la France a compris que le visage du militaire blanc, avec les cuissons de la France sur l'épaule, même si on prend la Légion étrangère, ça ne passe plus. C'est l'image du colon. Et qu'est-ce que la France a fait? Et ça, c'est révélé dans l'émission que je fais avec Michaela Wrong, qui a écrit le livre que vous voyez là. Elle l'a révélé et Charles Nanala l'a confirmé. La France a signé un accord secret avec le Rwanda. Le Rwanda devient le bras armé de la France en Afrique. La France se cache derrière le Rwanda. C'est ainsi que... Vous êtes donc en train de nous dire que l'armée française se métamorphose pour devenir l'armée rwandaise, entre guillemets, qui va contrôler l'Afrique pour la France, c'est ça? Ah ben, mais c'est ça. Mais lui-même, Paul Kagame, il le disait au Bénin. Ils vont aller combattre le terrorisme à la frontière burkinabé. Non, ils ne sont pas là pour le Bénin, mais combattre le terrorisme à la frontière burkinabé. Ça, oui, mais ce qui est donc curieux, en RDC, c'est bien le Rwanda l'agresseur, et c'est connu de tout le monde, ça a été dit, même au niveau international. Et de l'autre côté, on veut nous montrer le Rwanda pourvoyeur de sécurité, c'est-à-dire de stabilité,
Oui, contre le terrorisme, entre guillemets, cet ennemi qu'on n'a jamais vu, en fait. oui, au sud du Soudan, au Mozambique, au Bénin, très bientôt peut-être au Togo. Ils sont en négociation avec la Guinée, un pays minier. Alors, mais donc, lorsque vous dites finalement le Rwanda va se substituer donc à l'armée française, c'est ce que j'ai cru comprendre. Euh, Finalement, l'armée rwandaise a combien d'hommes et quel type de matériel pour couvrir toute cette zone? Pour le nombre d'hommes, beaucoup de sources parlent de 400 000 hommes. Un pays comme 400 000 hommes. un pays comme la RDC n'en a que 150 000. Autrement dit, l'armée rwandaise, c'est le premier pourvoyeur d'emploi au Rwanda, le premier employeur du Rwanda. Ça, c'est la première des choses. Et les matériels, ben, vous avez la réponse du secrétaire général des Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies a dit que le M23, dont on sait que le Rwanda est derrière, a une puissance de feu supérieure à la Supérieur, puissance de oui. feu d'une armée nationale, sous-entendu de l'ONU aussi sur place, et que les armes ne tombent pas, ne poussent pas dans la forêt, ni ne tombent du ciel. Alors, si un mouvement comme le M23, le secrétaire général des Nations Unies dit qu'ils ont une puissance de feu supérieure à celle d'une armée régulière. Et là, il parlait au nom des Nations Unies. Les Nations Unies qui ont de l'argent, hyper équipés. Et quand juste quelques hommes dans la forêt ont cette puissance de feu, des lunettes de visée nocturne, des moyens satellites, des armes sophistiquées, posez-vous la question qui leur donne ces armes. Et moi, je vais franchir les Rubicons. N'allez pas chercher midi à 14 heures. Ça s'appelle la Grande-Bretagne et les États-Unis. C'est eux qui entraînent les troupes rwandaises. C'est eux qui les forment. C'est eux qui leur donnent les moyens de renseignement. C'est eux qui leur donnent les équipements. Deux fois, c'est eux qui se battent à leur place la nuit avec des Noirs américains, des Noirs britanniques. C'est eux qui leur donnent des moyens financiers. C'est eux qui leur garantissent l'impunité. Et c'est eux qui communiquent à leur place au niveau de la presse internationale. Et là, je réponds maintenant à votre question pour qu'on ne se perde pas. Paul Kagame va aller déclarer que le problème, c'est des terres rwandaises qu'on aurait cédées au Congo. Vous savez, au Rwanda, suivez la conférence de Michael Rwang, de Michael Rwang, qui se trouve sur ma chaîne YouTube Kerwin Maïzo. Suivez l'interview qu'on a fait avec Charles Onana. Suivez d'autres interviews. La conférence que Patrick Mbeko a fait à l'Université libre de Bruxelles et certaines émissions que je fais, ou les émissions du professeur Yaling aux États-Unis, ils ont quelque chose qu'on appelle Ubwenge, la culture du mensonge, de la manipulation. C'est le seul peuple en Afrique qui a pour devise la vérité tue. Et Ubwenge n'a vraiment pas de définition. Il faut lire dans le blog du Rwandais Gaspard Moussa Biama Nana pour comprendre un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire perfidie, mensonge, manipulation, malice. Ça veut dire tout ça à la fois. Et il qualifie les Occidentaux de pas intelligents et ils sont fiers de cette culture du mensonge. La vérité de l'histoire, c'est quoi? Et c'est documenté. C'est le Rwanda qui doit des terres au Congo et pas le contraire. Le Congo a été créé en 1885 à Berlin. Mais les frontières, le premier... Mais apparemment, la déclaration de Paul Kagame remet même en cause cette conférence de Berlin. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais c'est une grosse bêtise. Les frontières du Congo de 1895, lorsque l'Allemagne, la Belgique et l'Angleterre se sont mis ensemble, parce qu'il y avait des bouleversements géopolitiques, géostratégiques, Cécile Rhodes voulait construire un chemin de fer du Cap jusqu'au Caire et que bon, beaucoup de pays avaient intérêt à être en contact avec ces chemins de fer pour développer leur commerce et tout ça. Il y a eu des négociations. Et l'Allemagne, toute puissante, a négocié avec la Belgique pendant 15 ans, de 1895 jusqu'à 1910, un accord pour que la Belgique cède une partie du territoire qu'elle contrôlait, parce qu'ils ont commencé avec Léopold II, et Léopold II a filé la patate douce à la Belgique, parce que la Belgique a récupéré la colonie en 1908. Donc, Léopold II a commencé en 1895
jusqu'en 1908, et ensuite la Belgique a commencé en 1908 jusqu'en 1915. Les accords ont été signés et on a officiellement cédé une partie du territoire congolais au Rwanda, qui n'existait pas, bon, pour être vrai, une partie du territoire belge, entre guillemets, à l'Allemagne. Toutes les villes rwandaises de l'Ouest, les Gisenyi, Rubavu, partout où il y a eu inondation ces derniers temps, c'était des terres congolaises. Regardez l'ancien royaume du Rwanda avec le roi Bugeri IV. Ça s'est limité où? Est-ce que lui, son royaume arrivait jusqu'au lac Kivu? Mais c'est en 1915 qu'il y a cet accord. Je vais vous recommander un document. Je peux vous en recommander 10. Je vous en recommande un seul. Et je vous donne les titres. C'est un mémoire que quelqu'un a présenté à l'Université catholique de Louvain. Les conflits frontaliers germano-congolais de la Ruzizi-Kivu, 1895-1910, disputés par l'État indépendant du Congo, hérité par la Belgique, gagné par l'Allemagne. Mémoire réalisée par Hans Joachim Lecoq, promoteur Vincent Dujardin, Anne-Sophie Guige. Année académique 2017-2018, master en histoire, bon, c'est un mémoire de licence, de master. Master en histoire, finalité, communication de l'histoire. Il y a toutes les péripéties de cet accord là-dedans, étape par étape. Le monde entier, tous les historiens sérieux, c'est les accords Goetzer, l'ancien gouverneur général de l'Allemagne en Afrique de l'Est, ça portait son nom. Les accords existent. Allez-y au musée de Tervuren, vous pouvez aller lire ces accords. Les Congos ne leur doivent rien. C'est eux qui doivent des territoires au Congo. S'ils devaient remettre la conférence de Berlin, qui n'était même pas pour la frontière, la conférence de Berlin, c'était pour la libre circulation des personnes et des biens, rendre cette zone une zone de libre-échange économique. Mais s'il veut remettre en cause le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation de l'ex-OUA, actuellement Union africaine, ben nous, Congolais, on ne peut qu'applaudir. Comme ça, notre pays n'aura plus 2 345 409 km². Mais le pays va avoir peut-être 2 500 000 km², parce que la moitié du Rwanda, ou un tiers du Rwanda, reviendra au Congo. C'est documenté, tous les historiens le savent. Mais pourquoi il dit cela? Lui qui avait dit le problème c'était les génocides, la France a organisé l'opération turquoise et les génocidaires se sont enfuis au Congo. Il traverse la frontière pour les poursuivre, il massacre les réfugiés à Tingitingi, il les bombarde sans avoir des avions. Il y a eu même 400 000 morts à peu près à Tingitingi. Dans le film L'Empire du silence de Thierry Michel, c'est documenté. Balouf a fait aussi le Congo, je crois, l'Empire des crimes oubliés. Balouf, c'était au FESPACO, c'était un cinéaste congolais. Charles Onan en parle, Honoré Ngban en parle, Patrick Mbeko en parle. Donc, lui, il pourchassait les génocidaires. Mais Charles Onan démontre que non, c'était une stratégie de prendre le Congo, c'est la stratégie de l'entonnoir. Ils ont encerclé les Hutus, ils les ont volontairement poussés vers le Congo, vers avec le les Américains, Congo, pour avoir une raison de traverser la frontière et de mettre mes basses sur les matières premières du Congo. Donc, après avoir pourchassé les génocidaires, et même ils occupent le Congo, ils n'en finissent pas avec les génocidaires. Après, non, ce n'était plus les Intera, moi, c'était les FDLR. Une force résiduelle qui menacerait le Rwanda. Ils ont attaqué le Rwanda quand? On ne sait pas. Mais après les FDLR, maintenant c'est ah non, on ne reconnaît pas la nationalité de Banyamulenge. Lui maintenant, il doit se battre parce que, soi-disant, il y a des Tutsis, soi-disant congolais, dont on ne reconnaîtrait pas la congolité, et lui il devient leur défenseur. Lui, le défenseur de tous les Tutsis du monde. Après, non, 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 non. Ce n'est plus une affaire de Tutsis. C'est une affaire de frontières mal dessinées parce que, bon, il y a une partie des terres rwandaises qu'on aurait cédées au Congo. Et son ami, son patron, ou son VRP de luxe Sarkozy, qui est allé fêter son anniversaire à Kigali, le président Sarkozy, a fêté un anniversaire à Kigali. Ah, mais lui, il avait tout simplement déclaré que le problème,
c'est d'un côté, on a un grand pays mal organisé, de l'autre, un petit pays à la démographie dynamique et à la frontière, une organisation bizarre de richesses. Pour que cette affaire se termine, il faut que le Congo partage ses richesses avec le Rwanda. Comme si la France Ça, accepte c'est déclaré par le président Sarkozy. Sarkozy à la conférence des diplomates, je ne sais plus de quelle année, les sons se trouvent sur Internet partout. Si vous tapez juste cette phrase sur Internet, vous avez même la vidéo. C'était devant des diplomates français. Mais ce n'était pas les seuls à avoir dit. Il y a aussi Aldo Ayelo, un ancien un commissaire européen. Il a dit la même chose. Il faut partager les richesses du Congo avec le Rwanda pour que la guerre se termine. Donc, c'était les Interamoués, c'était les FDLR, c'était les Tutsis qui seraient maltraités. Mais maintenant, il fallait partager les richesses. Maintenant, ce n'est plus une affaire de richesses, c'est une affaire de territoire. Pourquoi? Parce qu'au final, un vice-ministre britannique l'a dit, ah non, le problème de l'insécurité à l'Est, c'est la frontière qui avait mal coupé les Tutsis. Ils se sont retrouvés de part et d'autre de la frontière. Donc, il faut déplacer les frontières vers le Congo pour que les Tutsis se retrouvent dans un même pays. Un ministre britannique, le pays de Tony Blair. C'est comme ça qu'ils ont qui s'impose, c'est que est-ce que pour contrôler ces richesses, il fallait nécessairement passer par le Rwanda, créer cette agression avec autant de victimes, ou bien on pouvait aussi collaborer, par exemple, avec la RDC? Ce serait beaucoup plus simple, je pense. Non? Pour un capitaliste gourmand et aux dents longues, entre coopérer et la RDC faire 50-50 et utiliser les Rwandais comme mercenaires et se servir presque gratuitement, le choix est clair. Ils ont choisi la gratuité. Ils ont choisi la gratuité. Avec le cynisme le plus abject. Évidemment. Donc, nous parlions tout à l'heure de la déclaration de Paul Kagame qui dit que finalement, c'est la résultante de plusieurs problèmes non résolus. Il parle des terres rwandaises qu'on aurait cédées à la RDC et vous avez expliqué finalement, c'est bien le contraire. Alors, mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui le silence des responsables politiques de la RDC face à cette déclaration, j'ai bien envie de dire, belliqueuse? C'est facile à expliquer. Paul Kagame fait l'Ubwenge, mais les autorités, vous les appelez les autorités congolaises. Appelez-les pour ce qu'ils sont. Au moins pour l'instant, c'est eux qui sont à la tête de la RDC. Oui, c'est le gouvernement de Pétain. C'est le gouvernement de Vichy. C'est des collabos. Ils sont au pouvoir. Félix Tshisekedi n'a jamais été élu. Il est au pouvoir par la seule volonté de Kagame, qui a utilisé un autre Rwandais qui dirigeait le Congo, Hippolyte Kanambe, qu'on appelle Joseph Kabila, pour placer Tshisekedi au pouvoir. Tshisekedi, dont le père collaborait avec les Rwandais, c'est lui qui a congolisé la guerre de l'AFDEL menée par le Rwanda. C'est lui qui a dit que ce sont nos frères, laissez-les rentrer. Ce sont nos frères. D'ailleurs, quand la communauté internationale commençait à dire « Ah, mais le Congo est agressé », Tshisekedi, tout populaire qu'il était, a dit « Non, c'est une affaire congolo-congolaise ». Il est allé signer, après le dialogue soi-disant intercongolais de Sun City, il est allé signer à Kigali ce qu'on appelle l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue. L'accord que son fils continue de perpétuer, il s'est retrouvé au pouvoir par la seule volonté de Kagame. Donc, étant dans un pays occupé, les collabos obéissent à l'œil et au doigt aux désidérata de leur maître. J'en veux pour preuve. Félix Tshisekedi a dit publiquement que le Rwanda nous agresse. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, le 9 mai, il est 13h55 à Paris, aujourd'hui. La RDC n'a pas encore rompu les relations diplomatiques avec les Rwandais, mais le Rwanda nous agresse. Et la frontière congolo-rwandaise, 287 km, est toujours ouverte. Aujourd'hui, le Congo, conformément à la constitution congolaise, où le président de la République a le pouvoir de faire une déclaration de guerre, de mettre le pays en état de guerre. Aujourd'hui, le pays est en état de siège. Félix Tshisekedi n'a pas encore mis le pays en état de guerre. Que voulez-vous comprendre par cela? Votre pays est agressé. C'est comme si l'Ukraine continue d'entretenir des relations diplomatiques avec la Russie. C'est comme si l'Ukraine laisse la frontière russe ouverte. C'est comme si l'Ukraine ne fait pas une déclaration de guerre. On vous agresse, vous mettez juste le pays en état de siège, il n'y a pas de déclaration de guerre. Là, vérifiez l'info.
Jusqu'à maintenant, Félix Tshisekedi n'a pas rompu les relations diplomatiques avec le Rwanda. Et vous allez nous dire que c'est une autorité congolaise ou c'est un traître à la cause congolaise, c'est un collabo du président rwandais. Il a dit que c'est son partenaire fiable. Il a même dit que c'était son frère. Alors, tout le bruit qu'il fait, c'est destiné à la consommation interne. Mais en réalité, les autorités congolaises, c'est des traîtres et des collabos. Oui, mais dans le même sens, nous avons suivi, je crois que c'était lors de la visite d'Emmanuel Macron à Kinshasa, où il disait évidemment à Félix Tshisekedi, lui répondant, je crois, ils ont eu une petite joute verbale, mais Emmanuel Macron lui disait en substance que vous n'avez pas, c'est votre responsabilité, c'est votre faute, vous n'avez pas pu sécuriser votre pays depuis là, et donc il n'y avait pas matière à accuser la France. Et tout à l'heure, pourtant, vous démontrez que derrière tout cela, il y a la France, il y a les États-Unis, il y a voilà, l'Angleterre et tous et compagnie, comme qui dirait. Ben oui, il le disait devant le président congolais et dans cette même interview, quand le président congolais voulait montrer qu'il existe, il lui a rappelé comment il est arrivé au pouvoir. Il a dit, vous êtes arrivé au pouvoir par un compromis à l'africaine. Vous savez dans quel contexte vous êtes arrivé au pouvoir. Et d'ailleurs, nous, on est intervenus dans ce contexte pour que vous soyez là. Donc, le président français avouait avoir et manigancé pour que les recelaires de fraude électorale puissent arriver au pouvoir. Parce que Tshisekedi est un recelaire de fraude électorale. Kagame et Kabila organisent une fraude électorale et Tshisekedi les recèle. Avec comme parrain les Kenyans de Uhuru Kenyatta et Raila Odinga et la France. La France l'a avoué publiquement, tout le monde l'a vu. Et maintenant, quand lui veut retourner le couteau vers le patron on lui rappelle en quelque sorte en disant, bon, si moi je viens te coloniser et que tu viens te laisser faire, c'est ta faiblesse, tu ne t'en prends qu'à toi-même. Il suffisait de dire non, en fait. Et c'est ce qu'il lui disait publiquement, mais que lui n'a peut-être pas compris. Mais c'était un message qui était destiné au peuple congolais qu'il a bien compris. Donc, un de ces 4 matins, où un jour viendra où le peuple congolais va se révolter, se soulever. Et quand le peuple se révolte comme ça, on s'en prend premièrement aux traîtres internes, c'est-à-dire aux collabos, avant d'aller s'en prendre à l'agresseur extérieur. Et les collabos, il est bien connu, ça s'appelle la classe politique congolaise, c'est une classe politique des collabos. Dans le même sens et dans la recherche, bien entendu, des solutions à ce conflit à l'est de la RDC, j'ai cru entendre le président angolais Lorenzo dire qu'il n'y aura jamais guerre entre la RDC et le Rwanda. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il appelait par guerre et ce qui se passe, c'est quoi concrètement? Est-ce qu'il faut qu'il y ait guerre, évidemment, pour que finalement la communauté internationale intervienne? Ben, le président angolais, pour corroborer vos propos, il était l'invité il y a quelques heures, ça passe encore sur France 24, où lui, qui est médiateur de l'Union africaine dans ces conflits, il félicitait les M23, dont on sait que c'est des Rwandais. Il dit les M23 a rempli sa part du contrat. Il a respecté les cessez-le-feu. Maintenant, le problème, c'est les gouvernements congolais. Et il le précise, il doit intégrer ces citoyens congolais chez eux. Tout le monde sait que ce n'est pas des Congolais, c'est des Rwandais. Même l'ONU sait que c'est des Rwandais. Il y a des rapports de l'ONU. Et le président angolais dit que c'est des citoyens congolais. Or, les Rwandais, les Tutsis rwandais, qui se sont attribués un nom qu'on appelle Sise Banyamulenge, qui n'existe pas, ont prétendu avec Paul Kagame, qui revendiquait la nationalité congolaise, que le président angolais vient de leur octroyer à la télé. Il a décrété comme ça que c'est des Congolais et que le M23 a rempli sa part du contrat. Il a signé un cessez-le-feu, comme si le M23, donc le Rwanda, avait le droit d'agresser le Congo. Il ne faut jamais oublier. L'Angola est partie prenante de cette guerre. L'Angola exploite illégalement depuis des années le pétrole dans la zone économique exclusive du Congo vers Mwanda dans l'Atlantique. C'est un dossier qui se trouverait à Hambourg dans le tribunal arbitral d'Hambourg et que si il s'avérait que l'Angola a tort, ça va engendrer des milliards et des milliards d'indemnisations. L'Angola occupe une partie du territoire congolais dans le territoire de Kayemba. Et l'Angola s'est retrouvé
avec 500 hommes, soi-disant officiellement, pour aller aider au cantonnement du M23 dans les territoires congolais. Or, c'est des Rwandais. Et le président Macron disait au président Félix Tshisekedi qu'il félicitait son courage par rapport à ce qu'il a signé en Angola, et il précisait que vous devez accepter les cantonnements de ces gens dans votre territoire. Mais si ce sont nos gens, si c'est leur territoire, pourquoi on doit insister sur les cantonnements dans notre territoire? Qui se sent mauvais, se mouche. Ça dit, c'est un complot international. Tous les pays qui bossent pour les États-Unis se sont coalisés contre le Congo. Ces pays que j'appelle des sous-traitants. Quels sont ces sous-traitants? C'est l'Afrique du Sud, c'est le Kenya, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, c'est l'Angola. Maintenant, ils freinent un peu des quatre fers, mais ils vont se retrouver dedans. C'est la Tanzanie. Tous ces pays, c'est la France, c'est la Belgique aussi, c'est des sous-traitants des États-Unis et l'objectif, c'est un Congo faible, un Congo à genoux, un Congo corvéable à merci, un Congo qu'on doit piller matin, midi, soir. Parce que c'est un pays au centre des enjeux mondiaux énormes. La transition écologique, avec le cobalt pour les batteries de voitures électriques. Le cobalt, le Congo, c'est 80% des réserves mondiales. Mais si vous voulez toutes les nouvelles technologies, c'est le coltan. 80% des réserves mondiales de coltan aussi se trouvent au Congo. Le transport de l'électricité, le cuivre, c'est un des plus gros producteurs de cuivre au monde. Mais après, l'agriculture pour nourrir l'humanité, avec 80 millions d'hectares de terres arables, de quoi nourrir 1,5 milliard de personnes. Nous avons le premier poumon d'humanité en termes de capacité de résorption des gaz à effet de serre, plus que l'Amazonie. C'est la forêt équatoriale du Congo. Nous avons 40% de toutes les réserves d'eau douce. Non, je crois 60% de l'Afrique et 40%, si je ne me trompe, du monde. Mais en tout cas, nous avons parmi les plus grandes réserves d'eau douce au monde. Nous avons les lacs les plus poissonnés du monde, les lacs Tanganyika. Nous avons le seul fleuve à régime régulier du monde. Donc, si vous venez du côté révolution industrielle, c'est le Congo qui le vise. Si vous voulez la révolution environnementale, écologique, c'est encore le Congo qui le vise. Et n'oubliez pas, les 115 millions de Congolais, 65% à moins de 25 ans. Et c'est un peuple culturellement, on voit sa production culturelle dans tous les domaines. Et c'est de la force musculaire que ces gens vont utiliser. En 1942 déjà, les États-Unis ont considéré les coltans congolais comme étant un produit ultime pour la sécurité nationale des États-Unis. Je dis bien en 1942. Les coltans congolais. Produit ultime pour la sécurité nationale des États-Unis. Des États-Unis. Voilà. Donc je me rends compte que finalement la RDC est victime évidemment de ses richesses. Alors il y a eu une mission, une force africaine qui avait été déployée. Je ne sais pas si elle est encore là, mais nous apprenons également que le général Kenya, donc, qui était à la tête de cette force, notamment le commandant de la force, a dû démissionner parce que Kinshasa lui reprochait l'inaction, mais lui, de son côté, se défend qu'il était sous pression politique. Et lorsqu'il parle de la pression politique et des intimidations, de quoi pouvait-il s'agir et qui l'intimidait? Pourquoi? Kinshasa déjà ne pouvait pas lui demander de se battre contre le M23 parce que Kinshasa condamne le Rwanda, Kinshasa dénonce le Rwanda, mais Kinshasa ne sanctionne pas le Rwanda. On ne peut pas demander aux autres de venir se battre chez vous pendant que les relations diplomatiques ne sont pas rompues, la frontière n'est pas fermée, vous ne faites pas une déclaration de guerre, mais vous appelez les autres à venir se faire trouer la peau à votre place. Le monde entier sait que la brigade d'intervention de l'Union africaine, qui était dirigée par l'Afrique du Sud et la Tanzanie, avec le général congolais Mamadou Ndala, avait vaincu les M23. Qui les a appelés au Congo? Qui les a logés pendant 14 mois à Kinshasa? C'était Félix Tshisekedi. Ses alliés. Maintenant, ils
ramène la guerre pour ne pas organiser les élections et s'éterniser au pouvoir, et il va crier partout que les Rwandais nous agressent pour trouver une raison pour ne pas organiser les élections et s'éterniser au pouvoir, et il appelle les autres là, mais venez vous battre. Alors, le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, il appelle les ministres de la Défense de tous les pays de l'EAC impliqués dans la soi-disant, entre guillemets, résolution du problème congolais, ceux-ci ont refusé. Comment vous invitez les gens chez vous? Vous les appelez, soi-disant pour clarifier leur position, parce que tous les pays ont refusé de se battre. Le Kenya a affirmé haut et fort qu'il n'est là que pour veiller à ce que l'accord politique avec les M23 soit respecté. Ce que le président angolais vient de dire sur M24, sur France 24, c'est que le président Macron avait fait comprendre à Félix Tshisekedi que respectez vos engagements, c'est que vous avez signé en Angola. Le Burundi a dit qu'ils ne quitteront jamais. Nous sommes là jusqu'à ce que vous ayez une armée. Et le ministre, le général kenyan a déclaré qu'ils ne partiront jamais. Ils ne sont pas venus pour se battre, ils sont là pour veiller à ce que l'accord politique soit respecté. Et certaines choses que le général a vues, c'était tellement choquant qu'il a fait une déclaration malencontreuse qui est allée contre des grands intérêts des pays qui pillent cette région. Alors, on le lui a reproché et on l'a poussé à la démission. C'est juste qu'il a fait une déclaration qu'il ne devait pas faire. Lui, il devait se taire et laisser le Congo se faire piller à longueur de journée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On déshabille Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Donc, un général kenyan qui rentre chez lui, on envoie un autre Kenyan et business must go on as usual. Et le business continue. C'est bien dommage. Mais bon, donc on va terminer par cette question, puisque vous avez déjà parlé de Jean-Pierre Bemba. Et donc, ensemble, donc Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba ont finalement fait allégeance à Félix Tshisekedi. Ils refont surface sur la scène politique congolaise. Quelle analyse faites-vous de ce retour de ces deux grandes figures politiques congolaise sur la scène politique plutôt de la RDC à quelques 8 mois de la prochaine élection présidentielle? Vous savez, il y a deux lunettes pour lire l'actualité congolaise. La communauté dite internationale veut faire passer les problèmes congolais comme une crise politique, un problème interne. Ah non, il y a un déficit de démocratie, on va trouver des solutions en puisant dans les instruments que nous offre la science politique, les droits constitutionnels, les droits administratifs. Et là-dedans, c'est des pourparlers, des négociations, des remaniements, des élections. Ça, ce sont les outils du droit constitutionnel. Mais si on acceptait que le Congo est victime d'une agression, c'est déjà la résolution 3314 du 14 décembre 1974, 33e Assemblée générale des Nations unies sur l'agression. C'est déjà la Convention de la Haye de 1907, article 49, sur l'occupation. Donc là, c'est le droit international, autrement dit, c'est le Conseil de sécurité des Nations unies, c'est la Cour internationale de justice ou le tribunal pénal international pour les crimes d'agression. Parce que le tribunal pénal international s'occupe des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes d'agression. Donc là, maintenant, nous sommes en plein droit international et la responsabilité internationale de certains pays sera engagée. Alors, ils freinent des quatre fers pour faire passer cette affaire comme étant une affaire congolo-congolaise. Bon, on va les lire avec les yeux des politologues. Ah ben, c'est du droit constitutionnel, c'est de la politique politicienne. Non, c'est pas ça. C'est une agression. Et ceux qui agressent, on a les commanditaires dans les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada, donc les Five Eyes, les anglo-saxons. Les sous-traitants, on vous les a cités, les Angola, l'Afrique du Sud, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Et les exécutants, c'est la classe politique congolaise, la classe politique des collabos. Depuis que les partis politiques racistes et suprématistes rwandais du nom de l'UNAR, créés par François Roukeba, ces partis politiques qui dirigent l'Ouganda, qui dirigent le Rwanda, qui a dirigé le Burundi et qui dirigent le Congo, et qui changent de nom. En Ouganda, c'est le parti de Museveni. Au Rwanda, c'est le Front patriotique rwandais. C'est ça qui est devenu au Congo l'AFDEL, RCD Goma, M23, Tutsi Congolais, Intera, Moué, Banyamulenge. C'est l'UNAR qui change juste de nom au nom de Lubwenge, parce que Lubwenge, c'est la manipulation. C'est l'UNAR, en fait. Tout ce que vous entendez, Tutsi Congolais, Intera, Moué, FDLR, ADF, Nalu, tout, c'est l'UNAR. Et l'UNAR au Congo agit à travers deux sections. L'aile rwandaise, qui a donné le PPRD, le FCC alias Joseph Kabila, et qui a signé un accord d'alliance avec le parti de Félix Tshisekedi
qui officiellement collabore avec l'aile rwandaise de l'UNAR. Et l'aile ougandaise qui avait créé les MLC, parce que c'est Museveni qui a créé les MLC de Jean-Pierre Bemba. Le même MLC de Jean-Pierre Bemba qui est allé se battre en République centrafricaine en y envoyant un général rwandais qui est décédé dernièrement, il s'appelle Mustapha Mukiza, qui dirigeait les bataillons Banyamulenge en République centrafricaine. C'est eux qui ont tranché des têtes, c'est eux qui ont violé les femmes en Centrafrique, comme ils font au Congo. Mais les Congolais, considérés par la communauté internationale comme idiots, Jean-Pierre Bemba est allé payer 10 ans de sa vie en prison. Mais Mustapha Mukiza, rwandais à 100%, avec son bataillon Banyamulenge, sont allés faire des crimes en République centrafricaine. Et vous allez remarquer un phénomène. Quand on dirige un pays, pour avoir les pouvoirs, on doit avoir l'impérium. L'impérium, c'est l'armée et la police et les services de sécurité. Depuis la guerre de l'AFDEL, regardez tous les ministres de la Défense du Congo, remarquez tous les responsables de la police, et souvent les renseignements, c'est dirigé par les membres de l'UNAR. Toujours. L'armée était dirigée, le ministère de la Défense était dirigé par un membre du RCD, donc l'UNAR, le général Gilbert Kabanda. Maintenant, on a mis Gilbert Kabanda et le Rwandais à côté, on l'a remplacé par Jean-Pierre Bemba, elle, MLC, ougandaise. Et au milieu, il y avait celui que les Congolais ont surnommé Ntare, c'est-à-dire un roi burundais parce qu'il est congolo-burundo-rwandais, donc Vital Kamerhe, qui a toujours été le commissionnaire, l'entremetteur, le polyglotte qui passe entre les lignes, qui négocie avec tout le monde. Et dont tous ces gouvernements qui sont passés, on lui donne toujours le ministère des Affaires foncières dirigé par le fils de l'ancien moboutiste Dominique Sakombi, c'est-à-dire Molendo Sakombi, lui qui vend des terres congolaises aux Rwandais partout. Au Congo-Brazza, vous vous plaignez de 22 000 kilomètres. Nous, c'est presque tout le pays qui a été vendu. C'est les partis des Kamere. Et les Rwandais ont fait remonter juste ce genre en disant, bon, écoute, on a déjà Tshisekedi, on a notre régime iranien, l'ayatollah de Kingakati, alias Joseph Kabila, c'est lui l'autorité morale, il est à Kingakati. Nous avons le président en fonction, Félix Tshisekedi, il est à la cité de l'OUA. Et toute la classe politique, la plupart, soit de l'aile ougandaise, soit de l'aile rwandaise, vous tous, vous remontez à la surface. Nous, le peuple congolais, devenez éveillé. Tout le monde doit mouiller son maillot. Tout le monde doit mettre sa main dans les cambouis. C'est ainsi qu'on se retrouve avec Jean-Pierre Bemba, aile ougandaise de l'UNAR qui refait surface, l'entremetteur Vital Kamerhe avec son ministère des Affaires foncières en train de brader le pays, les yeux fermés, qui refait surface, et Félix Tshisekedi qui est en train de négocier pour rempiler, lui qui est receleur de fraude électorale, et alias Joseph Kabila. Oui, mais comment il va rempiler, parce que comment il va rempiler, puisque nous savons que les accords qu'ils avaient avec, par exemple, Vital Kamerhe, avant même qu'il n'accède au pouvoir, avec Félix, bien entendu, il était question que après le mandat de Félix Tshisekedi, c'est Vital Kamerhe qui devrait remplacer. Est-ce que ce n'est pas là une coalition qu'on est en train de préparer pour évidemment que Kamerhe prenne finalement la place, non? Oui, mais lorsque alias Joseph Kabila était au pouvoir, il y avait aussi un accord avec Moïse Katumbi, dont la femme, c'est la fille de l'ancien ministre, de l'ancien ambassadeur du Burundi en Belgique. Elle est Burundo, Tutsi Burundo rwandaise, donc c'est toujours l'INA, parce qu'il y avait un accord aussi. Katumbi aussi attend son tour pour venir servir les maîtres. Kamerhe attend son tour pour servir les maîtres. Mais tous ceux qui ont commis les crimes au nom de l'UNAR, dont Jean-Pierre Bemba qui a mené toute une guerre, il a été vice-président. Lui aussi, il attend son tour pour servir les maîtres. Et certains Congolais collaborent, attendent aussi leur tour pour servir les maîtres. Or, lorsqu'un pays est agressé, il n'y a qu'un seul langage à tenir. On mène une guerre de libération ou on prépare un soulèvement populaire. Lorsque le pays est occupé, on ne vient pas parler d'élection, on ne va pas aller supplier les maîtres pour qu'ils vous accordent le pouvoir os, mais on se bat pour libérer son pays afin de le rendre démocratique et de le développer. C'est un jeu de chaises musicales. Il y a un marionnettiste derrière qui gère tout cela. On les gère au niveau congolais, mais maintenant les gens ne se rendent pas compte. Ils sont en train de mener le même jeu sur l'échiquier africain. Maintenant, ce n'est pas seulement
la République démocratique du Congo ont fait un jeu de chaises musicales. Ils réorganisent toute la région de l'Afrique centrale, la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville. Lisez les livres de Charles Onana. Comment on a envoyé des hirondelles rwandaises. L'infiltration, ce n'est pas avec Denis Sassou Nguesso. Ça a commencé avec Lissouba. Comment on a envoyé des femmes même jusqu'à la présidence? Lisez ces livres, vous serez choqués. Comment on a dribblé Lissouba? Ils étaient déjà là. Là, ils ont commencé en Afrique de l'Ouest au Bénin, en train de monter vers la Guinée. Mais ils vont faire la jonction avec le Burkina Faso. Petit à petit, Oui, ils vont au Cameroun. Caroline Maïzo, est-ce que vous êtes en train de nous dire, tel que ça s'est passé avec la Libye, en déstabilisant la Libye, c'était une manière de prendre la mainmise sur le Sahel, disons les pays voilà, qui sont au Sahel, et c'est ce qu'ils sont en train de vouloir rééditer avec la RDC, c'est-à-dire déstabiliser la RDC pour contrôler toute la sous-région. C'est cela? Mais c'est ça exactement. C'est ainsi que tous les Africains du centre doivent remercier le peuple congolais qui a servi de digue. Si la digue RDC rompt, croyez-moi, on va faire du Congo-Brazzaville une bouchée et votre pétrole, vous n'en entendrez plus parler. Bon, Total est revenu un peu dans le jeu. Mais à la rigueur, ils vont chasser Total, ils vont remplacer par des sociétés américaines, ils vont faire la jonction avec l'Angola et le tour sera joué. Les diamants centrafricains, tout ce qu'on a trouvé comme minéraux en Centrafrique, la Chine s'est montrée un peu trop regardant, ben, ils ont mis les Rwandais à la place des Rwandais, des Français. Les gens pensaient que les Centrafricains ont chassé les Français. En réalité, les Français se sont fait remplacer par les Rwandais. Et les Rwandais ont fait fort. La garde du corps du président Touadéra, il a fini par faire un enfant avec une hirondelle rwandaise. Maintenant, il est aux ordres. Il est devenu ce qu'on appelle Semek. Il passe ses week-ends à Kigali. Selon l'ancien ambassadeur rwandais en France, Ndajiji Imana, qui a raconté cette histoire dans une des émissions, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont répété. Ça n'a jamais été démenti, à moins qu'on vienne démentir. Mais les Rwandais sont en République centrafricaine, faisant le boulot que les Français faisaient avant. Quel était ce boulot? Piller les richesses de la République centrafricaine et maintenir ces pays à genoux. Caroline Maïzo, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, mais je vais terminer par la toute vraie dernière question. Quelle alternative finalement pour trouver une solution, continuer à sécuriser la sous-région, notamment puisque vous avez parlé de la RDC qui est la digue, comment faire pour stabiliser la RDC? Et nous savons également que maintenant, nous sommes en train de basculer, si on ne l'est pas déjà, vers un monde multipolaire. Ce qu'il faudrait faire au niveau de la RDC d'abord, la solution se trouve entre les mains de la société civile. La classe politique est collaborationniste, donc il n'y a rien à faire avec la classe politique. Il faut que la société civile s'organise. Mais quand je parle d'organisation, c'est au vrai sens du terme. Il faut soit un soulèvement populaire, soit quelqu'un qui va prendre les armes pour une guerre de libération. Ça, c'est au niveau de la RDC. Au niveau de la région, que toutes les sociétés civiles prennent conscience du danger, qu'on organise des synergies, que les Congolais de Brazza ne puissent pas regarder la RDC comme l'ennemi, qu'ils puissent regarder que c'est mon frère de combat. Que les Congolais de la RDC puissent faire comprendre aux Centrafricains que nous sommes dans un même bateau, nous allons couler ensemble. Que les Tchadiens sachent que après le Congo-Brazza, ça sera les Gabon, ça sera les Cameroun, ça sera les Tchad. Les jours où tout le monde sera conscientisé, les jours où tout le monde comprendra, les jours où toutes les sociétés civiles s'élèveront, les jours où il y aura synergie, que nous allons nous serrer les coudes, que nous allons travailler ensemble, nous allons libérer cette région. Je vous rappelle que l'Afrique centrale, potentiellement, c'est la région la plus riche du monde. Je dis bien la région la plus riche du monde. Mais c'est aussi, et ça c'est documenté, la région la moins développée du monde. Nous avons le taux le plus bas d'accès à l'électricité au monde. Nous avons le taux le plus bas d'accès à Internet du monde. Nous avons le taux le plus bas, je crois, oui, d'alphabétisation au monde. Nous avons le taux le plus bas de l'indice de développement humain. Regardez toutes les statistiques. Prenez une carte mondiale, vous allez voir que le trou noir de l'humanité se trouve en Afrique centrale.
Mais lorsque vous prenez la carte des richesses, c'est l'inverse. Le Congo-Brazza, la République centrafricaine, les Congo, c'est un scandale. Et tant que nous ne prendrons pas conscience que tout le monde nous en veut, on veut en finir avec nous, on veut nous exterminer comme les Indiens d'Amérique. Et nous, moi, dans 50 ans, si on ne se lève pas dans 50 ans, on aura un autre pays qui s'appellera les États-Unis de l'Afrique centrale, habité par des Caucasiens, et on va retrouver quelques Bantous dans des réserves comme des Indiens d'Amérique, et les pays ne nous appartiennent. Nous serons vraiment dans des réserves. Hein. Et c'est sérieux. Le Kurdistan a disparu, les Indiens d'Amérique ont disparu, et ces gens, de façon implacable, sont en train de mener la même politique en Afrique centrale. Raisonnons globalement. Nous avons la possibilité de tirer notre épingle du jeu. C'est le Sud global qui émerge. C'est le monde multipolaire qui naît. C'est servir des antagonismes des uns et des autres pour tirer notre épingle du jeu. Associons-nous avec les Chinois, associons-nous avec les Russes, opposons-les avec les Occidentaux, opposons-les entre eux et tirons notre épingle du jeu. Il ne s'agit pas de quitter un maître occidental pour un maître oriental ou pour un maître russe ou pour un maître indien ou brésilien, mais il s'agit de les opposer, de se servir de leur antagonisme et de tirer notre épingle du jeu. Nous avons véritablement une carte à jouer. Merci pour tous ceux qui font des émissions de conscientisation, dont TLR TV. Si les populations de l'Afrique centrale comprenaient, sortez de la distraction. Ah, les Congolais, ils sont comme ça. Ah, et les Mouyibi, ah, les Mopacho, c'est les meilleurs. Ah non, c'est Fali Poupa. Tout ça, c'est de la distraction. La distraction. L'enjeu se trouve ailleurs. Battons-nous, chassons des présidents collabos, chassons ces présidents qui ne sont là que bras armés de l'Occident. Paul Kagame, c'est le mercenaire en chef, mais les autres, c'est des collabos des Occidentaux. Il faut vraiment les mettre hors d'état de nuire. Nous allons nous en sortir et je suis optimiste. Merci Kyril Maïzo. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique et conférencier international. Merci d'avoir répondu à nos questions, mesdames, messieurs. Encore merci de nous avoir fait confiance, merci de nous avoir suivis. Mais je m'en vais simplement vous rappeler, si vous avez oublié, bien entendu, de cliquer sur le petit pouce en l'air en bas de cette vidéo et de partager massivement cette émission pour nous aider à mieux vulgariser l'information. Je retiens donc que les Africains devraient coaliser leurs forces, leur intelligence pour endiguer cette vague qui arrive, en fait, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et si nous ne voulons pas périr tous ensemble, c'est maintenant ou jamais, les Africains devraient évidemment collaborer pour mettre terme à cette hégémonie qui arrive pour nous balayer. Mesdames, Messieurs, en tout cas, merci d'avoir encore été avec nous et à très bientôt.